Bonjour, avant de démarrer à proprement parler ce chapitre sur les conversions et les transferts d'énergie, revenons peut-être un petit peu sur ce que vous avez déjà vu au cours de votre scolarité. Alors c'est intitulé les prérequis de première et de seconde, mais évidemment ça fait appel à des bases qui ont été posées au collège. Donc deux types de prérequis ici, des choses sur la théorie des gaz, et puis également des choses qui sont un petit peu plus liées à l'énergie. Concernant les gaz, c'est donc un des trois états de la matière que l'on connaît, solide, liquide et donc les gaz. Les solides, on considère que c'est un état qui est dense. Et qu'est-ce que ça veut dire dense? Ça veut dire qu'il y a des petites interactions, donc des forces ici qui ont lieu entre toutes les particules. Elles sont suffisamment proches pour que ces forces agissent. Et notamment ici, alors c'est une molécule d'eau qui est représentée, vous savez qu'il y a une force, ce qu'on appelle une liaison hydrogène, qui est entre l'atome d'oxygène qui est électronégatif et les atomes d'hydrogène qui sont à côté qui sont électropositifs. Donc là c'est des petits plus et là c'est des petits moins. Dans le cas d'un liquide, eh bien, contrairement à un solide où c'est vraiment ordonné, alors attention, il y a quand même des petites vibrations, c'est ce qui est noté là, hein, ça ne veut pas dire que c'est complètement immobile. Le liquide, eh bien, les molécules peuvent bouger, mais elles restent toutefois suffisamment proches pour qu'il y ait quand même des interactions entre les particules adjacentes, et donc on considère que c'est un état qui est quand même dense et incompressible. Dans le cas des gaz, eh bien, les molécules sont suffisamment loin pour qu'il y ait pas d'interaction ou extrêmement peu, on verra qu'il y a quelques cas où il y en a, entre les différentes molécules. Donc elles sont parfaitement indépendantes, elles se promènent dans l'espace de manière désordonnée, et donc ça veut dire que un gaz occupe tout l'espace qui lui est donné, hein, tout l'espace disponible, mais par contre il n'y a pas d'interaction entre les espèces chimiques, les, les entités, pardon. Et donc ça veut dire qu'un gaz, ça va être quelque chose qui va être compressible. Pour décrire un gaz, trois grandeurs principales qu'on va utiliser, donc que sont la température, la pression et le volume. Alors évidemment, les constituants du gaz et la quantité de ces constituants est importante. Et si on parle de la quantité de constituants des volumes, évidemment, on va être amené à considérer des grandeurs telles que la masse volumique, par exemple. Alors pour illustrer ça, regardons une petite animation. Ici l'introduction gaz, animation disponible sur éclat, hein, facile à ouvrir. Donc j'ai quelques particules que j'ai insérées ici dans le milieu ambiant, enfin dans le volume qui est là. J'ai une pression qui est 2,5 atm, atmosphère, on peut la passer en kilopascal si on veut, peu importe, hein, voilà. Kilopascal c'est l'unité qui est légale. Alors à quoi est liée la pression? Eh bien la pression est liée au nombre de chocs que vont effectuer les différentes entités ici sur la paroi. Donc par exemple là j'en ai 15, si je réduis mon volume, eh bien je vais voir que ma pression a augmenté. J'ai dit 15, c'était 115 bien sûr, collision. Et là on voit que j'en ai beaucoup plus, alors beaucoup plus c'est bien sûr relatif. Donc j'ai plus de collisions, ça me donne une pression qui est supérieure. Je reviens à un volume qui est un petit peu plus conséquent. À quoi est liée la température? Eh bien la température est liée à l'agitation des entités ici, des molécules ou des atomes, et donc plus ces molécules vont être agitées, donc là je vais chauffer un petit peu, augmenter la température, plus ces molécules vont être agitées, plus la température sera élevée. L'inverse étant bien sûr vrai, la réciproque étant vraie. Donc là on voit que plus je chauffe, plus ces molécules vont être agitées, et bien évidemment si le volume reste constant, eh bien les chocs seront plus nombreux, hein, puisque je me déplace plus vite, j'aurai davantage de chocs, et donc, la conséquence de ça sera une pression qui va être supérieure, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qui est noté ici, hein, la pression est liée au choc, et la température traduit ici le degré d'agitation des particules. La pression est liée à la fréquence des chocs. Alors, vous avez vu l'an passé une loi, par exemple, ce qu'on appelle la loi de Mariotte, que les Anglais appellent la loi de Boyle. Alors ça vaut peut-être le coup d'être noté parce que si jamais vous tombez sur des textes anglo-saxons, eh bien la loi de Mariotte ne sera jamais écrite, pardon, c'est la loi de Boyle. Et qu'est-ce que veut dire la loi de Boyle? Eh bien, elle dit simplement que si je fais le produit de la pression d'un gaz par son volume, eh bien j'obtiens une constante. Euh, alors je vais pas le refaire, hein, c'est facile à faire ici, vous pouvez regarder simplement en affichant le volume. Regardez, si je diminue le volume, ma pression
elle a tendance à augmenter. Si j'augmente le volume, ma pression va diminuer. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pression et volume semblent être inversement proportionnels. Je dis bien semble parce qu'il faudrait faire des calculs ici pour vérifier ça. Mais la loi de Mariotte, elle est connue depuis la seconde première, une loi qu'on va compléter hein, dans le cadre de ce chapitre. Le volume molaire m'indique la quantité de gaz qui est comprise dans un certain volume. Alors qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Si vous ne vous en souvenez pas, eh bien ça me dit simplement que le volume d'un gaz ne dépend que d'une chose qui est la quantité de matière, c'est extrêmement mal écrit, N, dont est constitué ce gaz. Et donc pour connaître le volume d'un gaz, il suffit de multiplier sa quantité par une grandeur qui est une donnée de l'énoncé, hein, le volume molaire, donc qui a 20 degrés de 24 litres par mol. Donc ça nous permet de calculer ces grandeurs-là. Bon, je ne m'appesantis pas là-dessus, puisque c'est quelque chose qu'on va facilement utiliser dans le cadre d'exercices, donc on verra ça un petit peu après. Qu'en est-il de l'énergie? Eh bien, on va voir ça tout de suite au travers d'une autre animation. Alors tout d'abord, on va se baser sur un principe qui est le principe de la conservation de l'énergie mécanique. Et donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique qui est liée au mouvement, et de l'énergie potentielle qui est liée à un état en fait qui peut être soit l'altitude comme on a vu, soit qui peut être de l'énergie élastique pour des corps qui seraient élastiques, des ressorts, etc. On verra ça aussi, enfin on a vu ça dans le cadre du cours. Alors l'animation, elle est aussi disponible sur Éclat. Par exemple, je prends mon petit Gugus qui roule ici sur un skate, pardon, sur une piste en U, enfin plus ou moins parabolique, sans frottement évidemment. Alors si j'affiche l'histogramme, je m'aperçois que son énergie totale, qui est l'énergie mécanique ici, reste constante. Et que se passe-t-il? Eh bien, quand il gagne de la vitesse, quand il descend, son énergie cinétique augmente. Quand il perd de la vitesse, son énergie cinétique diminue. Alors pourquoi cette énergie cinétique diminue-t-elle ou augmente-t-elle? Eh bien, ça va dépendre de l'altitude. Plus je monte, plus mon énergie potentielle est élevée, et plus l'énergie cinétique est vide. Donc il y a un transfert constant entre les deux. En revanche, ce qui est toujours identique, c'est bien sûr la somme des deux. Donc si je fais la somme de ça plus ça, eh bien je vais obtenir ça. Il suffit de regarder au cours du temps, on observe ça de manière assez évidente. Donc l'énergie potentielle, elle est constante. Par contre, il est possible que cette énergie potentielle varie. Et donc, dans quel cas notamment est-ce qu'elle va varier? Eh bien, si je reprends l'animation ici, par exemple, si je mets des frottements, donc je fais glisser mon bonhomme ici, alors je vais mettre tout d'abord, pardon, des frottements nuls, histoire que on puisse voir quelque chose. Je vais afficher l'histogramme. Donc ici, on voit qu'il y a de l'énergie calorifique qui est créée. Elle est créée par les forces de frottement. Alors si je mets un petit peu de frottement, eh bien, que va-t-il se passer? Je vais voir que petit à petit, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle ne sera pas égale à l'énergie totale, alors totale ici du milieu dans lequel on évolue, et petit à petit elle va être transformée en énergie calorifique, donc en chaleur, parce que cette énergie va être dissipée, enfin ces énergies vont être dissipées petit à petit à cause des frottements, jusqu'à eh bien ce que les frottements aient dissipé toute l'énergie potentielle ou cinétique, ou l'énergie mécanique qu'on avait au départ. Donc là, l'énergie mécanique de mon système, elle est nulle à la fin, elle a été transformée sous forme de chaleur au milieu ambiant en totalité. Donc comment est-ce qu'on rend compte de ça? On rend compte de ça en définissant le travail d'une force. Alors pourquoi est-ce qu'on a défini le travail d'une force? Je vais peut-être essayer juste d'expliquer ça rapidement. Imaginez, prenons une situation quelconque, j'ai ici une voiture qui est arrêtée sur une route, et puis eh bien je vais prendre quelqu'un qui va pousser cette voiture. Donc exercer une force ici de contact, eh bien que va-t-il se passer? Je vais mettre la voiture en mouvement, et donc cette voiture va avoir une certaine vitesse au bout d'un certain temps.
certaine vitesse, et donc une certaine énergie cinétique qui est égale à 1,5 fois la masse de la voiture fois la valeur de cette vitesse au carré. La question est, d'où vient cette énergie? Donc on a ce qui est noté au-dessus, on a une variation de l'énergie cinétique ici de ma voiture, et c'est pas miraculeux, hein, cette énergie elle vient de quelque part, on a vu ça tout à l'heure sur l'exemple avec le skater, très souvent elle vient du fait qu'on descende d'altitude, et donc j'ai une énergie potentielle qui va diminuer, et donc automatiquement mon énergie cinétique qui augmente. Ici, la voiture, elle reste sur le plat. Eh bien, qu'est-ce qui lui a conféré cette énergie? C'est bien sûr le gugus qui pousse via, ici, la force qu'il exerce. Et évidemment, on sait que c'est l'énergie du gugus qui va diminuer, hein, puisque quand on exerce une force assez intense telle que celle-là, eh bien, on est fatigué, on se sent fatigué à la fin, c'est qu'on a consommé notre énergie. Alors comment est-ce qu'on va rendre compte de ça? Eh bien, on va simplement dire que la force ici travaille, et le fait qu'elle travaille, ça veut dire qu'elle produit une énergie. Alors comment est-ce qu'elle travaille? Eh bien, elle travaille parce qu'on va exercer cette force sur un déplacement, donc de A vers B. Et comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, le travail de cette force, ça va être simplement cette force scalaire, le vecteur AB, qui est lié au déplacement. Alors, le produit scalaire, je ne sais pas si vous avez bien vu ça en mathématiques, mais ça veut simplement dire que je vais faire le produit de la norme de la force, fois la longueur sur laquelle j'ai travaillé, et puis multiplié par le cosinus de l'angle qui est exercé entre la force et le vecteur AB. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce cosinus? Eh bien, je vais essayer de l'illustrer plus que le démontrer à nouveau, par rapport à la situation qui est là. Imaginez, j'ai la même chose, mais vue du dessus. Donc là, j'ai mes roues qui sont comme ça, tac, tac. Imaginez que j'exerce cette force parallèlement au déplacement. Donc là, j'exerce ma force F, donc je veux que la voiture ait une vitesse dans ce sens-là. Et bien là, je vais être assez efficace. Imaginez maintenant que je pousse la voiture de biais. C'est un petit peu crétin, mais il est évident que si j'exerce la même force, j'aurai pas la même efficacité sur le mouvement de la voiture, et donc je lui conférerai pas la même énergie cinétique. Et en étant encore plus farfelu, imaginez que j'exerce une force qui va être perpendiculaire à la trajectoire de la voiture, eh bien l'effet sera nul, hein. Si je pousse perpendiculairement, je vais pas pousser la voiture. Donc cet angle va rendre un petit peu compte de ça, de l'efficacité de la force par rapport au déplacement, et donc son travail va tenir compte de ça. Donc ça, c'était ce que vous avez appelé le théorème de l'énergie cinétique. Donc dans certaines situations, on appliquera ça, mais il convient de connaître la formule qui permet de calculer le travail d'une force. Dernière formule qui est ici assez importante, qui est celle de l'énergie, comment calculer l'énergie en fonction de la puissance. Eh bien simplement, l'énergie, c'est la puissance d'un corps multipliée par une certaine durée. Donc imaginez par exemple, j'ai une ampoule qui fait 20 watts, je la fais fonctionner pendant 1 heure, eh bien ça veut dire que son énergie, c'est 20 watts multiplié par 3600 secondes, donc ça fait 7,2000, ça fait 72 000 joules, pardon. On aurait pu d'ailleurs écrire l'énergie dans une autre unité dont vous avez peut-être déjà entendu parler, je fais 20 fois 1, ça fait du 20 watts-heure. D'accord, donc le wattheure est une unité d'énergie. Donc ça, c'est une formule qui convient aussi de savoir, qui peut ressortir un peu n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Voilà pour ces prérequis, donc des sortes de révisions. N'hésitez pas, si vous êtes embêté, à trouver d'autres vidéos sur le net qui vous expliqueront un petit peu toutes ces grandeurs. Si vous avez besoin de cours supplémentaires, le net foisonne un petit peu de ces vidéos. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo, pour le début du cours sur l'énergie.